dans le 8. Où tout bouge, où tout bat. Histoire est là, dans le 8. Ça tape, ta 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 ta. Dans le 8. Dans le 8-3. Vous venez d'entendre ce bruit. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Oui, c'est clairement le son d'un drone qui décolle. Pour beaucoup d'entre vous, ça évoque des images de guerre à l'étranger, malheureusement. Ou bien encore, à l'inverse, des superbes vidéos aériennes en qualité 8K, survolant d'incroyables canyons ou autres lieux magnifiques. Mais non, désolé, aujourd'hui, vous allez peut-être déchanter, car ce n'est pas pour gagner un drone à un jeu concours. Figurez-vous que ce drone va voler au-dessus de nos têtes pour bien autre chose. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de professionnel. Imaginez que vous êtes propriétaire d'une maison et vous allez vendre cette belle villa. Et là, arrive un gars avec un drone, pas pour faire des photos sur Instagram, mais pour voir ce que vos yeux ne peuvent pas voir, pour diagnostiquer ce qui se cache sur le toit, mais aussi dans vos combles, dans les recoins que vous n'avez jamais explorés. Fascinant. Si je vous disais que ce monsieur, notre invité du jour, a une histoire encore plus intrigante, il n'a pas toujours fait ça, loin de là. Il y a déjà quelques années, il gérait des équipes, vendait des matériaux de construction, travaillait 70 heures par semaine, une belle carrière classique, presque prévisible. Mais à 40 ans, il a décidé que stop, cela suffisait. Mais attendez, ce n'est pas une histoire de rupture dramatique. Ce n'est pas comme on entend parfois le fameux j'ai tout plaqué pour suivre mon rêve. Non, c'est encore bien plus intéressant que ça. C'est l'histoire d'un homme qui a découvert une logique cachée dans tout ce qu'il avait construit jusqu'à présent, une cohérence, un fil rouge qui reliait ses études d'architecture, ses années en vente de matériaux, son management d'équipe, à quelque chose qu'il n'avait pas encore trouvé. Quand il l'a vraiment trouvé, tout s'est mis en place, comme les pièces d'un puzzle. Mais voilà ce qui rend son histoire fascinante. Ce n'est pas un parcours de reconversion classique. C'est un parcours de cohérence très personnel. Et dans un monde où beaucoup de gens aiment crier qu'il faut changer de vie, Anthony, lui, a plutôt choisi de l'approfondir, son expérience de vie. Aujourd'hui, depuis le Var, en tant que président de sa propre SASU, il incarne cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui refusent de choisir entre indépendance et sécurité. Nous avons eu le privilège de le rencontrer pour mieux comprendre comment on bâtit une reconversion professionnelle qui a du sens. Bienvenue dans cet épisode spécial, c'est parti. Merci Anthony. De rien. Si, Merci parce que à tu es toi. venu jusqu'à chez moi. On est dans la Draciini à Draguignan. Et je suis ravi de pouvoir te rencontrer. Plus précisément parce que tu me l'as demandé, notamment pour essayer de te mettre en valeur un petit peu sur Internet, parce que tu as du mal. Et mon idée, c'était de savoir un petit peu mieux ton domaine d'activité. Et si tu le permettais, parce que c'est un peu mon idée, est-ce que tu serais ravi de pouvoir répondre à des questions qui te concernent, de savoir ton domaine d'activité, mais ton cheminement pour arriver à tout ça, Oui.
Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Parce qu'on a des auditeurs, des auditrices qui vont nous écouter. D'accord, ça marche. Et de ce fait, de savoir quel lieu, quel environnement dans lequel tu travailles, jusqu'à où, quel rayonnement, tout ça, on voudrait tout savoir. Tout savoir. Ok. Eh ben, moi, c'est Anthony, j'ai eu 40 ans cette année. Je suis diagnostiqueur immobilier suite à une reconversion professionnelle. Euh, j'ai travaillé 15 ans en management dans la vente en matériaux de construction, donc avant de partir sur la reconversion professionnelle, qui souvent est le cas de partir là-dessus sur une reconversion parce qu'on en a un peu ras-le-bol de tout ce qu'on vient d'accumuler. Donc moi c'était un peu le cas, je voulais travailler de manière indépendante et surtout seul. Mais conserver dans ce cheminement que tu parles, que tu évoques, une logique et une continuité dans tout ce que j'ai déjà fait dans ma vie. Donc j'ai travaillé un peu en architecture, j'ai fait un peu de la conception de bâtiments, j'ai fait de la vente de matériaux, principalement couverture, isolation. Euh, et donc maintenant, donc un peu de management, etc. Et je voulais du coup quelque chose dans la continuité. Donc conception, vente. Et finalement, ce qui était logique pour moi, c'était de partir dans l'analyse et dans le suivi du bâtiment. Et donc, le métier de diagnostiqueur s'est montré comme une évidence. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Dis donc, parce que là, du coup, tu as été un peu exercé cet après-midi, je l'avoue. On était ensemble à essayer de travailler pour mettre en place un visuel sur Internet, et donc tu as beaucoup répété. Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce domaine d'activité qui te semble maintenant le domaine dans lequel tu travailles te semble judicieux? Surtout, on est quand même beaucoup à travailler dans ce domaine-là, où j'ai déjà rencontré d'autres personnes qui travaillent là. Et comment tu fais pour te mettre un petit peu En valeur. ouais, en valeur par rapport à ce qui se fait actuellement sur le marché? L'expérience, tout simplement, comme je l'ai évoqué, le métier de diagnostiqueur pour l'instant est uniquement un métier de reconversion. Il n'y a pas d'études pour faire ça. C'est uniquement une reconversion et une formation qui permet de devenir diagnostiqueur immobilier. Mais du coup, c'est ouvert à tout le monde. Donc, on peut très bien avoir un boucher, un ancien industriel, un ancien mécanicien qui se reconvertissent. Et c'est d'ailleurs ce que moi j'ai eu lors de ma formation, puisque dans ma session, on était 12 personnes et 12 univers différents, d'horizons différents. Moi, le but du jeu, comme je l'ai dit, c'était d'avoir une continuité et de pouvoir mettre à profit mes connaissances et mes compétences dans le domaine du bâtiment pour le contrôler. Et c'est ce qui, je pense, fait aujourd'hui ma force et me donne un sacré coup de main en fait et un appui dans ma prospection et ma démarche envers les clients. D'accord. Et de ce fait, là, tu travailles donc sur la région du Var de manière générale. Tu as un rayonnement assez large, ou est-ce que tu es J'en ai sur vraiment... l'ensemble du 83. Ouais. Donc moi je suis implanté sur Roquebrune sur Argent. Donc on va dire dans l'idéal, je m'étais fixé un 20 km, 25 km, voire 30 km autour de Roquebrune. Ça c'est plutôt pour une démarche de prospection. Prospection des agents immobiliers, des notaires ou des promoteurs immobiliers, des choses comme ça. Mais le fait d'être affilié à une franchise m'offre l'opportunité de travailler sur l'ensemble du Var, donc sur l'ensemble du 83. Donc tout ce qui arrive en fait en demande du 83, je prends, je réponds et j'y vais. D'accord, une franchise. Alors, je sais que c'est pas quelque chose qui est forcément habituel à tout le monde. Je sais que pour ceux qui sont dans le métier, on comprend ce que ça veut dire, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'idée de la franchise? Parce que c'est pas de la restauration, là, c'est la rénovation peut-être dans l'idée de les toitures, mais toi, quel est le lien par lequel tu es arrivé à ça, cette conclusion de travailler plutôt avec une franchise d'ailleurs? En fait, tout simplement, le but de cette reconversion professionnelle était de travailler seul. Mais travailler seul peut faire peur. Se lancer, créer une entreprise dans un domaine que finalement on connaît très peu ou sur lequel on sera très peu formé, peut faire peur. Donc j'ai étudié l'opportunité de m'installer seul, de créer ma société, de créer un nom de société, ma petite mascotte comme tu l'as vu, toutes ces choses-là. Et puis après, je me suis dit, oui, mais seul c'est bien, mais pas du tout accompagné, ça peut peut-être poser problème. Aussi bien dans la démarche commerciale que dans l'accompagnement des risques, etc. Donc je me suis tourné vers
sur Internet, hein, comme tout le monde, Ouais. sur la connaissance de la franchise, savoir si des franchises recrutaient dans mon domaine d'activité. J'ai été contacté justement par un cabinet de recrutement spécialisé dans la franchise qui m'a proposé plusieurs noms. Et finalement, Qualis a été retenu pour son aspect familial et plutôt euh, indépendante, puisque je n'ai aucune obligation derrière. D'accord. Donc ça me permet aujourd'hui de m'épanouir seul, Oui. de manière indépendante, mais accompagné, comme si Qualis était mon grand frère, Ouais, bien sûr. mon parrain d'activité. Tout à fait, je te rejoins là-dessus parce qu'effectivement, pour l'idée, travaillant un peu avec une cause, c'est un peu la même idée, sauf Ouais. que c'est pas vraiment une franchise. On est quand même accompagné, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de rassurant. On a toujours C'est ça. moyen d'avoir quelqu'un qui a des fois plus d'expérience, mais surtout d'avoir une meilleure connaissance du marché. Et dans l'ensemble de ce fait, quel est le fonctionnement au quotidien? C'est-à-dire qu'il y a quand même des rapports administratifs, une remontée d'informations Oui. et des clientèles qui arrivent par chez eux, ou est-ce que c'est toi qui fais vraiment le lien, En d'aller fait, la chercher? franchise m'apporte principalement une protection, on va dire une veille juridique Mm. par rapport au métier. M'apporte des conseils techniques sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a chez Qualis un technicien qui est dédié aux franchisés et qui est là, alors pas H24 bien sûr, mais Ouais. qui est là, toute sa journée de travail est dédiée aux franchisés, donc pour nous aider au fur et à mesure de nos journées. Euh, on a de la clientèle nationale, on va dire, qui est redispatchée en fonction des franchisés sur chacun des secteurs. Euh, et voilà, déjà dans cet esprit-là, ça amène un accompagnement que j'aurais pas eu si j'étais seul. Je comprends tout à fait la démarche, en tout cas. Et pour savoir, est-ce que Dieu se fait, c'est quelque chose que toi, ayant eu cette expérience, même, je suppose qu'elle n'est pas très longue parce que ça fait pas Oui, si ça fait à longtemps. peine un an, oui. Voilà. Est-ce que tu conseilles aussi aux plus jeunes qui ont envie de se lancer tout seul, de se dire réfléchissez-y parce que c'est peut-être un bon moyen de bien démarrer? C'est un bon moyen de démarrer, c'est un bon moyen de se lancer en solo, mais d'être accompagné. Mm. Il faut bien se renseigner par contre, Ah, ouais. parce que chaque franchise ne pratique pas les mêmes. Voilà, franchise, ça implique aussi des redevances et des choses comme ça. Donc, il faut bien se renseigner. Il faut pas se lancer non plus avec quelqu'un. On signe un contrat qui est payé comme ça. Donc, Ouais. faut tout bien étudier. Il faut avoir la tête sur les épaules et bien réfléchir à son projet. Mais sinon, oui, c'est judicieux plutôt que de toujours vouloir se lancer en solo et finalement peut-être de se planter au bout d'un an ou deux, chose qui est un peu moins évident avec une franchise. Et est-ce qu'il faut, dans l'idée de cette jeunesse-là, leur dire qu'en fait, il faut quand même une certaine rigueur de travail, ou est-ce que c'est quand même à la cool? Parce que c'est plutôt la mode en ce moment de dire, moi j'en fais, c'est mieux c'est. Non, gagner de l'argent à la cool sans travailler, sans être rigoureux, ça devient très compliqué. Et Ouais. je crois même qu'il y a plus beaucoup de métiers qui le font. Pour mon cas, alors moi ça me gêne pas puisque j'ai toujours travaillé énormément dans ma vie. Mais là, en étant seul, on a de l'administratif, on a de la comptabilité, on a de la prospection commerciale, on a du commerce à faire puisqu'on reçoit des devis, on doit envoyer des factures, on doit rappeler les clients, on doit gérer des litiges. Si on n'est pas un minimum rigoureux et organisé surtout, puisque l'organisation fait énormément, ça peut être compliqué. Parce que là, il faut bien le rappeler, c'est quand même toi qui fais tout ça. C'est-à-dire qu'on est quand même secrétaire de nous-mêmes, là, sur le Tout à coup. fait. On fait tout de A à Z. Voilà, c'est quand même pas la franchise qui va travailler pour nous sur Non. certaines choses. Non, pas du tout. C'est un point sur lequel, des fois, on oublie. De ce fait, tu as gagné donc du coup ta vie assez rapidement dans ta jeunesse jusqu'à présent, là. Tu as une expérience de combien d'années de ce fait-là? De 15 ans. 15 ans. Et là, sur la localité du Var, de manière générale, tu as choisi un lieu d'habitation ou c'est le travail qui t'a amené à... Non, moi je suis originaire du Nord Pas-de-Calais. Donc par rapport à ces 15 années de travail, j'ai eu une première expérience dans le négociant de matériaux de 11-12 ans, bon, qui m'a fait évoluer de magasinier à directeur d'agence, donc une belle Ouais. évolution, mais qui était arrivé à saturation. Donc en plus, voilà, 70 heures semaine, ça commence à peser lourd. Quand on voit pas les enfants grandir, c'est compliqué. Ouais, il est très Dans le Nord, le climat, on n'en parle pas, même si ça change bien depuis quelques années, mais voilà.
Donc, on a eu une volonté familiale de s'expatrier dans le sud de la France. Mmh. Donc, après plusieurs vacances dans le Var. Donc voilà, on a sauté le pas. On est arrivé sur la zone de Fréjus. Ouais. Donc, Roquebrune-sur-Argens, ça a été pour pouvoir acquérir un bien Mmh. immobilier. Et puis, donc, je suis descendu parce que j'ai aussi eu l'opportunité d'avoir un travail sur Fréjus. Ah, Donc, je suis pas descendu non plus. J'allais pas quitter un poste de responsable d'agence pour partir pour rien du tout. mmh. Donc, non, j'ai travaillé sur Fréjus, toujours dans les magasins de matériaux. Et puis, dans l'idée, un jour ou l'autre, de toute façon, de créer mon propre business. Mmh. Donc, il s'est fait, peut-être les 40 ans ont fait le déclic dans ma tête, je ne sais pas, mais voilà, il s'est fait. Et pour l'instant, ça se passe bien. Donc, voilà. Ouais, tu as raison, il y a souvent la maturité qui fait opter pour des choix particuliers, effectivement. J'en suis aussi un peu proche, puisque je recommence à faire une activité alors que j'ai dépassé ce certain âge quand même, hein. Mais ceci dit, je comprends tout à fait l'approche que tu as. Dans l'idée de vouloir travailler dans le Var et dans des températures différentes et tout ça, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les difficultés que tu peux rencontrer, malgré que ce soit un métier, on va dire, un petit peu, pas celui du couvreur, qui est quand même H24 sous des températures assez compliquées, tu as quand même des contraintes, parce que aussi tu peux pas lever un drone alors qu'il y a du vent et de la pluie. Quelles sont ces difficultés-là que tu peux rencontrer du fait? Alors, l'activité drone va rencontrer des difficultés par rapport au vent, principalement. Travailler sous Mistral ou des choses comme ça, c'est plutôt complexe. La chaleur, pas spécialement, même si ça peut influencer sur les images. Le métier de diagnostiqueur, lui, il est plus varié, il a plusieurs domaines d'activité, il n'est pas que sur le drone. Et c'est vrai que là, on peut rencontrer des difficultés liées à la chaleur, dans le sens où on intervient dans les combles, on vérifie tout ce qui est sous toiture. Donc quand on est en train de marcher dans de la laine de verre qui dégage de la poussière, qui se colle sur ta sueur, c'est compliqué. On a amené aussi à aller dans les vides sanitaires, donc à ramper sous les maisons, où c'est pas non plus quelque chose de facile. Mm. Donc bon, après ça, qu'on soit dans le Var ou qu'on soit dans une autre région de France, c'est pareil. Et après, on fait aussi tout ce qui va être le repérage termite, donc les bestioles. Donc quand on est dehors en plein cagnard à piqueter les arbres, à essayer de gratter dans la terre ou dans les arbres pour essayer de choper des bestioles, c'est un peu tendu. Mais voilà, quel métier n'a pas de contraintes? Oui, tout à fait. Mais d'avoir un peu identifié celles qui concernent ton métier, ça te permet aussi de dire, bon, il n'y a pas des choses infaisables, malgré parfois des bestioles imprévues, les guêpes et Yep, ça arrive. les bourdons, mais aussi les frelons asiatiques. Enfin, Alors voilà. ça, j'ai jamais eu. Des guêpes, j'ai déjà eu. Des invasions de nids de fourmis aussi. Ah oui. Alors même si c'est pas, ça paraît pas enfin ça paraît pas monstrueux, mais des nids de fourmis où quand on va dedans pour voir s'il y a bien quelque chose et qu'il y en a 10 000 ou 20 000 qui sortent en même temps et qui commencent à ponter partout, c'est un peu chiant. Souris, Ah oui, aller dans les combles, les on rongeurs. peut tomber sur des souris, voire un peu plus gros. Donc serpent aussi, j'ai déjà eu. Ah, Une ah oui, petite couleuvre ou un petit truc comme ça dans d'accord. les buissons. Donc voilà, oui, les bestioles, c'est pas la partie la plus cool du métier. Ouais. Des anecdotes à raconter après à la famille, effectivement. Et c'est ça veut dire, On va dire que c'est ça. tu pars parfois à la lutte et au combat face à la nature. Là, Voilà, c'est ça. ouais. Quelle est l'envergure du tarif que tu peux effectuer? Parce qu'on a souvent entendu que tu faisais des tarifs assez bas, mais comme tu touches des professionnels, est-ce que tu as juste cette idée de 149 Alors nous, il faut savoir une chose, c'est qu'on travaille avec des professionnels, mais on est toujours sous-traité. C'est-à-dire que le professionnel, l'agent immobilier, c'est pas lui qui va payer le diagnostic, c'est toujours le particulier de toute façon à la fin qui règle la note. En fonction de la typologie de bâtiment, puisque c'est ce qui va de toute façon déterminer le prix, son année de construction, ce que c'est, si c'est un appartement ou une maison, son année de construction, plus c'est vieux, plus il y a de diagnostic à faire. Ça va influencer sur le tarif. Concrètement, nos tarifs vont du minimum où on va pouvoir faire les diagnostics d'un garage et ça va être à peu près 80 €, sur une villa de luxe sur Saint-Tropez de 800 mètres carrés habitables où on va être dans les 2 ou 3 000 €.
Donc voilà, bon, ça c'est de l'exceptionnel et sincèrement, moi ça m'est jamais encore arrivé. Mais on va dire que la moyenne, le panier moyen d'un diagnostic, il est situé aux alentours des 250 euros. D'accord. Et quel est le niveau d'objection que tu peux rencontrer jusqu'à présent et qui sont sûrement des freins pour autant tu sais ce qui doit être fait, tu sais que il y a sûrement vraiment un avantage considérable, mais que tu sens bien que la personne elle a ces objections-là. Et est-ce que tu en as rencontré d'assez difficile à passer le cap? Le budget, Le budget. le budget reste le principal objet Mm. d'objection sur une prestation. Euh, le mauvais renseignement aussi, parce que les gens se renseignent sur Internet. Oui. Ils pensent connaître mieux le métier que nous. Et ça m'est déjà arrivé de ne pas prendre une prestation justement parce que voilà, le particulier décidait à ma place de ce qu'il fallait faire. Moi, je connais mon métier, je fais mon métier en connaissance de cause. Si je propose une prestation ou si je dis qu'il faut telle prestation, c'est que c'est obligatoire et c'est que le client, s'il ne le fait pas, il va être oublié et il va être embêté au moment de la vente ou de la signature. Donc, moi, aller faire une prestation pour dire de prendre un billet et que finalement 2 mois après ou 1 mois après on va me rappeler en disant ouais mais vous avez oublié ça, je fais pas. D'accord. Donc, Tu t'autorises justement à refuser parce que justement tu veux cette qualité-là de service, ce qui n'est pas souvent dit par les professionnels et bravo. si ça c'est pas fait dans les règles de l'art et comme moi je sais faire, je ne fais pas. C'est tout à ton honneur, c'est pas quelque chose que j'entends souvent, bravo. Donc, je conseille ce monsieur, il fait le taf et il le fait bien. Dans ce cadre-là, écoute, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je crois qu'on a fait essentiellement le tour. Je sais qu'on a encore du travail, donc on va essayer de continuer un peu. On a quelques photos à faire de monsieur. Écoutez, merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao. Le 8-3. Anthony Donte nous a rappelé ici une vérité souvent oubliée. Une reconversion réussie n'est jamais un abandon, c'est plutôt une évolution. C'est prendre tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a construit et l'orienter vers quelque chose de plus aligné, de plus authentique. Entre les fourmis des combles, les défis du Mistral et l'exigence de qualité qu'il refuse de compromettre, Anthony a transformé son expérience en différenciation et c'est précisément ce qui fait la force des vrais entrepreneurs. Si vous aussi, vous envisagez une reconversion ou si vous cherchez un diagnostiqueur qui travaille bien dans l'immobilier, qui comprend réellement le bâtiment, Anthony pourrait bien être la personne à connaître. Vous pouvez le retrouver sur LinkedIn, le lien est en description, où il partage régulièrement ses insights. Vous pouvez aussi découvrir son entreprise de ATC Diag Solution et en savoir plus sur la franchise Calice qui l'accompagne dans cette belle aventure. Merci d'avoir écouté. C'était Jérôme pour le podcast Histoire et Talent dans le 8-3. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et toi du futur. Dans le 8-3.